C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Nigeria, notamment à la lutte contre Boko Haram. Trois invités sont restés avec moi. Merci Marie-Thérèse Altemak, Mahmoud Alpha Bonkane Maïga et Jean-Bernard Bikim. Encore dans l'opposition, le candidat Bouhari reprochait au président Jonathan Goodluck de ne pas faire assez contre Boko Haram, de ne pas être assez ferme contre Boko Haram, de tergiverser au lieu d'agir, mais presque 3 ans après son arrivée au pouvoir. Où en est la lutte contre Boko Haram? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction signée Faba Maron. En mars 2015, Muhammadu Bouhari accède à la présidence de la République fédérale du Nigeria avec comme principale promesse l'éradication de l'insurrection armée du groupe djihadiste Boko Haram. Les actions mises en place par le gouvernement du Nigeria, comme par exemple l'instauration d'un nouveau centre de commandement à Maiduguri, la grande ville du nord-est nigérian, permettent à l'armée de stopper le contrôle des principales villes des États de l'Adamawa, de Borno et de Yobe. Depuis lors, aucune attaque dite frontale avec l'armée n'a officiellement eu lieu, ce qui n'empêche pas le groupe djihadiste de toujours semer la terreur. La question de Boko Haram n'était pas seulement une question militaire et sécuritaire. Il y avait un grand travail qui était, à mon avis, beaucoup plus important, qui consistait à s'attaquer aux causes structurelles même qui produisent le militantisme Boko Haram, à ses inégalités, à ses frustrations, etc. Les populations du Nord ne collaboraient pas effectivement avec les agents de renseignement. Il y avait certaines velléités qui étaient là entre les populations et les forces de sécurité, et Boko Haram jouait de ces frustrations-là, jouait de ces velléités pour pouvoir perdurer dans cette région. Le président Bouhari n'a pas manqué en parallèle de pointer du doigt la gestion du cas Boko Haram de la part de son prédécesseur Jonathan Goodluck. Ce dernier reconnaissait lui-même avoir sous-estimé la capacité de nuisance du groupe djihadiste. Même si le bilan sous sa gouvernance est pour l'heure plus reluisant que celui du président Goodluck, il n'en demeure pas moins que sa stratégie peine encore à éradiquer totalement la secte. C'était prématuré justement de juger le prédécesseur Jonathan par rapport donc à sa politique, même si on reconnaissait que Jonathan avait de la peine justement à cerner l'ensemble justement de ce problème sur le territoire nigérien. C'était un langage politique que Bouhari a utilisé dans sa campagne, qu'il a fait des promesses qu'il n'a pas pu tenir en termes de délai d'exécution de comment ramener ses filles enlevées à Chibok. Et également, on a vu tout récemment, en février, dans ce deuxième coup de kidnapping de masse, comment le gouvernement tergiversé a pris du temps, une semaine, sans pouvoir dire aux parents, aux familles, combien de jeunes filles sont parties, comment ça s'est passé. Avec la chute des cours du pétrole et d'autres préoccupations sur le plan économique, le président Bouhari pourra-t-il intensifier la lutte contre l'organisation terroriste? Le gouvernement a, en tout cas, promis de renforcer la sécurité au niveau de la zone qui a été le lieu d'assaut ces dernières semaines. En outre, le Nigeria peut encore compter sur le soutien des pays voisins. Formé en 2002, Boko Haram est un mouvement insurrectionnel et terroriste d'idéologie salafiste djihadiste, originaire du nord-est du Nigeria et ayant pour objectif d'instaurer un califat et d'appliquer la charia. Depuis 2009, leurs manœuvres ont fait plus de 15 000 victimes. Bon, Kaneye Maïga, oui. 4,5 milliards de dollars de budget pour l'armée la plus puissante de l'Ouest africain, de la sous-région, des hélicoptères de combat, des rafales, et pourtant Boko Haram continue d'agir aussi facilement, d'opérer aussi facilement. Ce n'est donc pas une question militaire. Je disais tantôt que je me pose que des questions. Non, en toute logique, en termes militaires, cela devait être réglé depuis longtemps. Quels sont maintenant les systèmes de blocage qui y sont? Pourquoi cette armée équipée, j'allais dire suréquipée, avec un budget phénoménal, près de 5 milliards de dollars, se trouve dans une situation où on n'attrape même pas un individu dans ces espaces qui ne sont pas des espaces forestiers, qui ne sont pas des espaces de circulation, de grottes, etc., comme dans le Sahara malien. Non, il ne faut pas dire qu'ils n'attrapent pas. Ils arrivent quand même à mettre la main sur quelques-uns. La preuve, il y a eu un échange de prisonniers, de prisonniers entre Boko Haram et le gouvernement. Donc, ça veut dire qu'ils arrivent quand même à arrêter quelques-uns. Chers confrères, je vous renvoie à la question. Oui. Lorsque l'armée tchadienne s'est déployée dans cette zone-là, au bout de 2 semaines, on a vu le changement de donne. Et qu'est-ce qui justifie le retrait
tout à fait silencieux de cette armée-là qui était partie vraiment de manière fulgurante régler un problème sérieux. Qu'est-ce qui justifie? Informez-moi, vous êtes journaliste d'Active. Oui, je ne suis pas dans le secret de l'état-major. Qu'est-ce qui se passe? L'armée tchadienne, si puissante, si opérationnelle, si précise dans ses opérations, tout d'un coup, a déstabilisé complètement la situation sur le terrain et tout d'un coup s'est retirée. Je veux comprendre. À déstabiliser quelle situation? Et la situation du Boko Haram. Boko Haram était complètement démantelé. Vous voulez dire qu'effectivement, l'intervention internigériane de l'armée tchadienne, effectivement, a contribué, a fait perdre du terrain à Boko Haram. Et vous pensez que si l'armée nigériane n'y arrive pas, c'est parce qu'elle est incompétente, c'est parce qu'elle n'a pas la volonté, elle n'a pas le courage de se battre? D'un côté ou de l'autre, ou c'est pas la volonté de se battre, des complicités internes ou une incapacité notoire à continuer l'offensive sur le terrain, à faire un travail d'investigation et de renseignement sur le terrain. En tout cas, je doute de la détermination de l'armée nigériane dans ce combat. De la détermination de l'armée nigériane, Bouhari, Madame Massing Bouhari dit: j'ai sous-estimé la capacité de nuisance de Boko Haram. C'est un général qui parle. Il a pensé qu'effectivement, avec les muscles militaires, il pourrait arriver à bout de ce groupe. Non. Mais au fond, si on pose à l'inverse la question, qu'est-ce qui fait la force de Boko Haram finalement? Voilà. Je vais d'abord répondre à la première question. Oui, s'il vous plaît. Le président, c'était un slogan électoral. D'accord. Il était en campagne, donc il fallait qu'il dise quelque chose pour rassurer non seulement les Nigérians, mais pour qu'on vote pour lui. Il a gagné, mais il n'a pas tenu parole. Il a dit 6 mois après son élection, on n'entendra plus parler de Boko Haram. Oui. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a été faible ou il n'a rien fait. Moi, je suis adepte du verre à moitié plein. Encourageons-le. Continuons encore à avoir le bénéfice du doute pour qu'il puisse... Il est à sa 3e année. Il lui reste 2 ans, mais d'une certaine manière, son bilan... Alors, pour répondre à votre deuxième question, Aboubacar Chekou, le président de Boko Haram, oui, le chef de Boko Haram, s'est tissé des relations avec d'autres groupuscules djihadistes, le Mujao ou AQMI. Donc, quand il fait ce coup, 3 ans après l'élection du président, il lui lance un défi. Ça veut dire, vous avez dit 6 mois après, on n'entendra plus parler de moi. Je suis là, et je suis bien là, et je suis en train de gagner du terrain, parce que pour lui, son objectif, c'est de faire le nord du Nigeria un État islamique, califat, avec leur traduction du Coran, avec leur façon de voir le Coran et de le traduire sur le terrain. Donc les femmes n'ont rien à dire, les femmes sont presque les esclaves, mais je ne crois pas que l'islam dit que les femmes doivent être les esclaves. Je ne crois pas, non plus. C'est pour toujours entendre parler. C'est-à-dire, lui, c'est son arme de propagande. Voilà. Boko Haram, donc, est alimenté par AQMI et par d'autres... Absolument, le Mujao échange de combattants entre eux. Et d'armes aussi. Et des finances aussi. Avec le démantèlement de la Libye. Absolument. Les trésoreries du Boko Haram viennent en partie des pays islamiques. Posons la question, Jean-Bernard Bikim. Si on n'y arrive pas, faut-il discuter, négocier finalement, et arrêter de les considérer alors comme des ennemis et discuter, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les compromis possibles, ou bien on continue la lutte? L'histoire du Nigeria répond à cette question. Je vais tempérer un propos. L'armée nigériane n'a pas reculé, n'est pas incompétente, contrairement à ce que l'aîné vient de dire. Non, il s'interroge, il pose des questions. Le Nigeria, comme l'ensemble des pays africains, sont confrontés à une double problématique qu'il faut gérer. Comment concilier les tensions inhérentes aux aspects géopolitiques, géostratégiques, géoéconomiques internes et externes? Dans le cas du Nigeria, on a 2 étages. On a l'étage fédéral et on a les étages locaux. Ensuite, à l'intérieur de chaque cercle, nous avons des équilibres entre les Aoussa, le groupe Aoussa-Pel, donc le groupe musulman, le groupe des chrétiens et des animistes. Sachant que la majorité
au Nigeria, la majorité démographique, elle est musulmane. Oui. Or, cette majorité musulmane a un péché mignon. Elle est considérée comme la plus analphabète en majorité, disons les choses telles mais ça tient à l'histoire, ça tient à l'histoire qui fait que effectivement l'État ne s'est pas déployé très rapidement dans la partie. Pas seulement déployé au niveau politique, mais même économique. Et du coup, le nord nigérien n'a pas été développé comme le sud. Et du coup, la captation de l'essentiel des richesses a été orientée vers les grands centres urbains, privant le reste du pays, justement, des politiques publiques permettant, justement, de montrer aux uns aux autres qu'il existe bel et bien un contrat social qui permet à chaque Nigérian de pouvoir accéder à un minimum requis pour pouvoir vivre au quotidien. Ça, c'est vraiment très important. Quant au reste, sur la question de fond, moi, ce rapt, c'est un message qui est envoyé à Buhari, mais pas uniquement à Buhari, c'est à l'ensemble des élites qui dirigent le pays. Oui. Il va nous falloir trouver des mécanismes nouveaux qui permettent d'irriguer l'ensemble des territoires du Nigeria au regard de la richesse produite sur les territoires. Oui, mais ça, on reviendra dans la troisième partie sur les réponses structurelles à apporter. Concrètement aujourd'hui, par rapport à la stratégie. Concrètement aujourd'hui, parce qu'il se rend compte qu'il n'y arrive pas, le président Buhari, et il dit j'ai sous-estimé la capacité. Concrètement aujourd'hui, changer de paradigme. La réponse conventionnelle n'est pas appropriée. Nous sommes dans une confrontation asymétrique. Absolument. On ne peut pas mettre une armée contre un ennemi fugace. Ça n'est pas possible. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que ceux qui sont de notre côté, donc ceux qui sont dans l'armée, et ceux qui sont de l'autre côté, se connaissent. Et quelquefois, ce sont des familles. Oui, tout à fait. Donc, les informations circulent. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il faut discuter, négocier et proposer des voies de sortie. Quelles peuvent être les voies de sortie aujourd'hui? La vraie question aujourd'hui, comment libérer les populations et surtout les femmes de la pression infernale que procurent les actions de Boko Haram? Oui. Il faut, comme les militaires savent le faire, engager des discussions. C'est-à-dire, pour dire les choses simplement, inviter Chekao à Abuja et discuter avec Pas du tout. Dans les renseignements, il y a des intermédiaires qui savent faire le boulot. Oui, mais je voudrais schématiser un peu la chose. En général, ce qui est fait, c'est qu'on extrait avec leur accord les principaux leaders qu'on expédie dans un pays X, Amérique du Sud, la Chine, un peu loin, et derrière, on s'engage à reconstruire un système social permettant justement d'aplanir les différends. C'est ce qui se passe. D'accord. Et Monsieur Maïga, très rapidement, on a vu l'échange de prisonniers qu'il y a eu pour libérer quelques dizaines de filles enlevées à Chibok a été rendu possible par l'intervention suisse. Il y a des Suisses qui sont rentrés en jeu. Le comité international de la Croix-Rouge aussi. Ça veut dire quoi? Que vous avez des acteurs internationaux qui savent précisément où se trouve Boko Haram, le chef, qui peuvent prendre des contacts, qui peuvent aller discuter avec eux, recueillir leurs doléances et les partager et les transmettre au pouvoir. Je le pense. Je le pense. Mais le Cameroun le fait déjà? Non. Alors, donc ça veut dire que nous avons une base de discussion et finalement de partenariat, finalement, pour ainsi dire les choses. Oui, cela est possible. Je sais qu'il y a des organismes qui ne sont pas des organismes rendus publics comme on le fait sur les radios, des organismes souterrains qui peuvent faire cette démarche-là, effectivement, et recenser les doléances de Boko Haram, essayer de comprendre au niveau côté de l'État du Nigeria, quand même, quels sont les possibles pour pouvoir organiser un début de négociation et pour aboutir à la fin, au finish, j'allais dire, sur une table ronde. Un peu comme les Colombiens, la Colombie l'a fait avec les FARC. C'est le bon schéma. C'est le bon schéma. Les FARC, on est dans le bon schéma, la bonne lecture. Dans le système de guerre asymétrique, comme l'a dit mon frère là, c'est une armée conventionnelle, une armée classique ne peut pas affronter ces bandes qui errent dans la brousse, qui sont diffus dans la population, qui sont métastasées dans la nature.
C'est comme dans le nord du Mali et la frontière du Niger, et qui opèrent maintenant à moto avec une arme, 2 armes. Alors, je rappelle effectivement que les Américains ont fait pareil en Afghanistan, tout comme en Irak, et qui discutent avec eux en fonction des intérêts et en fonction des enjeux. Mais dites-nous, quelque part, on sent la communauté internationale dit au Nigeria, débrouillez-vous, débrouillez-vous, parce qu'on sent que Boko Haram n'est même plus un enjeu pour la communauté internationale. L'ONU ne s'en préoccupe pas. Le Nigeria est abandonné à son propre sort et à son triste sort. Tout à fait. Moi, je me dis, les intérêts sont variables. Il gagne quoi, la communauté internationale au Nigeria? Absolument rien. Puisque le pétrole, on a vu que le Nigeria, son PIB est reposé à 70% du pétrole, l'exportation du pétrole. Le baril est à combien maintenant? Je ne sais pas, il est peut-être à 23 dollars le baril. Oui. Donc, tant que Boko Haram est dans sa brousse et ne s'en prend pas aux intérêts des multinationales et occidentales, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Les filles enlevées, ce n'est pas grave. Non, le problème, c'est que oui, Boko Haram a une vision. Utopique ou pas, mais c'est une vision. Pour lui, il faut que le nord du Nigeria, qui est une scission, qui est un État islamique, et n'oublions pas encore qu'il y a un autre contre-feu, qui est le Biafra aussi, qui veut faire aussi, qui demande aussi une scission. Donc le Nigeria risque d'être scindé en 3. Non, heureusement. Parce que le Biafra, qui est un État le plus riche, oui, en théorie, oui. Oui, tout à fait, ne bénéficie pas de la manne pétrolière, ni le Nord. Le développement a été centralisé, comme disait Bernard, à Lagos et à Abuja. Mais il n'y a pas que 2 villes au Nigeria. On sait que la population du Nigeria sera, je ne sais pas, la question des inégalités sociales transcende effectivement très importante. Boko Haram. Hein. Tout à fait. C'est un terreau, il s'est nourri de ça. Il s'est nourri de ça. À partir du moment où les richesses ne sont pas partagées, je ne dirais pas équitablement, mais au moins le Nord qui fournit 80% du pétrole n'est pas développé. On a vu des reportages où les villages entiers, ils n'ont même pas d'eau potable. C'est injuste. Vous êtes une femme, parlons un peu des victimes. C'est aussi ça, le but d'une émission comme celle-ci, c'est de penser aux victimes et notamment à leurs familles. Comment vit-on ce drame, quand vous avez vos filles qui du jour au lendemain disparaissent, et que vous ne revoyez plus jamais, ou du moins dont certaines réapparaissent avec des enfants. C'est affreux. Comment socialement et psychologiquement vit-on cela? C'est affreux. C'est affreux. À partir du moment où ces jeunes filles qui sont là dans les familles, qui rêvent aussi, comme toute jeune fille, de faire des études, de se marier, et choisir l'homme qu'elles désirent. On vous prend, vous devenez des esclaves sexuels. Absolument. Ne l'ignorons pas. Ils sont déjà cassés moralement. Certaines sont transformées on vous dit en porteuses de bombes, de ceintures explosives. Et il y en a qui acceptent même de porter ces bombes-là au lieu de subir ce que Boko Haram leur font vivre dans leur campement. Donc ces jeunes filles-là, ce sont les premières victimes. Moi, bien évidemment, elles ont toute ma sympathie. Peut-être que ça ne suffit pas. Il faudra aussi que les femmes elles-mêmes se mobilisent. Parce que moi, je me dis, les femmes, on a beaucoup laissé, on a laissé aussi les décisions importantes aux hommes. J'accuse aussi les femmes de passivité. Comment ça? Les hommes, nous, on porte les enfants, on donne la vie, et vous tuez nos enfants. Et les femmes sont là passives. Nous sommes en train de regarder comme si c'était un film qui se passe. Elles sont où pour se soulever? Elles sont où pour faire la marche? Elles sont où pour dire non? Vous pensez qu'il devrait y avoir plus de mobilisation de la part des femmes? C'est notre combat. De la part des femmes nigérianes. Qu'on ne tue plus nos enfants pour rien. Au nom de quelle religion? Au nom de quelle idéologie on peut massacrer des enfants? On peut mettre des bombes sur les enfants. Mais Jean-Bernard Bekim, ce que dit Mme Massing est intéressant. Comment expliquer cette résilience, cette résignation, pour ainsi dire, à accepter le fait et à s'en remettre à Dieu? Je vais être un peu... Plutôt que de se mobiliser et de cracher sa révolte et sa colère. Je vais utiliser une formule triviale. Les Nigérians ont le choix entre la peste et le choléra.
La peste, d'un côté, c'est subir les humiliations quotidiennes des inégalités. Et le choléra, de l'autre côté, c'est Boko Haram. Hein, c'est les factions rebelles armées du Nord, du delta du Niger et du Biafra. Entre les deux, toutes les populations sont... elles ne représentent rien du tout. Vous avez deux blocs qui s'affrontent et à l'intérieur de ces deux blocs, vous avez, je dirais, des chevauchements, puisque ce qui va se passer d'un côté, les uns le savent, ce qui se passe de l'autre côté, les autres le savent, et quand ils décident justement qu'il doit y avoir une action coup de poing, ben, là encore, on retrouve des éléments qui nous montrent qu'il y a des coordinations et des concertations qui rendent possible cette action. Maintenant, pour revenir sur le fond. Oui, mais c'est sur ça que je vous attendais. Pour revenir sur le fond. Le général Bouhari est confronté à une difficulté énorme. Les questions de sécession se posent depuis 2000 au Nigeria, dans le Biafra, dans la zone du delta du Niger et dans la zone du Nord. Boko Haram s'est transformé en faction armée en 2004. Oui. Donc, et a commencé effectivement ses actions meurtrières à partir de 2009. De 2004 à ce jour, la seule réponse qui a été proposée, c'est la réponse armée. Alors qu'il faut plutôt, vous me permettrez, une réponse structurelle, mais je propose qu'on en parle dans la troisième partie de notre émission, après une courte pause. À tout de suite. Exactement. Belle transition. C'est vrai.